Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Christophe Charbonnel, l'auteur d'Ulysse. Ainsi que celui qui nous fait le bonheur et l'honneur de se joindre à nous pour ce moment symbolique et qui a apporté avec lui le soleil de l'aventure, Sylvain Tesson. Alors ça va être très simple, la soirée va se dérouler de manière très très simple. D'abord, on va essayer de faire parler Christophe Charbonnel. C'est pas facile parce que c'est pas son exercice de prédilection. Mais en même temps, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Ensuite, je prendrai la parole et naturellement, je donnerai le mot de la fin, parce qu'on est tous suspendus à ses lèvres, à Sylvain Tesson. Et après, on essaiera de faire le terme. Et comme on a la main sur le bouton, on débranchera les micros quand la nuit sera tombée et que tout le monde aura regagné son foyer. Pour ceux qui le souhaitent, pendant le verre de l'amitié, nous avons disposé des livres que vous pouvez acheter et que vous pouvez faire dédicacer à Sylvain Tesson qui a accepté de se prêter à ce moment de rencontre avec son public et le lectorat, et on l'en remercie grandement. Alors Christophe Charbonnel, je voulais vous poser deux questions pour qu'on vous entende un petit peu, même si on va passer devant parce qu'on ne nous voit pas là. La première, c'est quand vous avez reçu et vu l'appel à projet de la Ville des Sables pour une statue semi-immergée, quelle a été votre inspiration et votre réaction face à ce challenge, à ce défi? Alors, dans un premier temps, je travaille depuis quelques années sur la mythologie. Donc, dans un premier temps, le personnage de Poséidon m'est apparu. J'avais déjà travaillé sur ce personnage, mais à un moment, je me suis dit, mais oui, Poséidon, mais pourquoi? C'est quoi le propos? Et en réfléchissant un petit peu, je me suis rendu compte que les Sables d'Olonne avaient quand même une belle histoire de marins et d'aventuriers. Donc la figure d'Ulysse s'est imposée de façon tout à fait naturelle, et j'ai décidé de suivre cette voie-là. Voilà comment ça s'est passé. Et après, c'est le fruit, ce que vous voyez là, c'est le fruit d'un travail d'équipe. Voilà, il faudrait que je remercie tous les gens qui ont travaillé avec moi, mais ce serait assez long en fait. C'est pas l'essentiel dans le sujet, mais vous savez, il y a eu quelques vagues autour de ce projet lorsqu'il est né, et notamment, que n'a-t-on entendu sur le fait que cette statue serait fragile et qu'elle aurait du mal à résister aux éléments. Alors comment vous avez réussi à conjuguer le geste artistique et en même temps la contrainte technique? Alors, il faut savoir une chose, c'est que le bronze est beaucoup plus pérenne que le marbre. C'est un matériau extrêmement solide, et le bronze qu'on utilise ici, c'est un bronze qui est adapté au milieu marin. Après, j'ai eu la chance et la joie de travailler avec des gens que vous connaissez sans doute, qui sont Atlantique Scaphandre et qui m'ont permis de rendre cette chose tout à fait possible. Sans eux, j'y arrivais pas. Donc il a fallu que je m'entoure de tous ces gens qui ont des compétences extrêmement pointues et qui sont des gens extrêmement sérieux et très sympathiques, que je remercie au passage. Atlantique Scaphandre, c'est juste un fleuron sablais, un fleuron chaumoir, et on embrasse David Bossard, qui a un lien particulier avec les marins et les héros des mers. La dernière question, parce que je ne veux pas abuser de votre gentillesse, je sais que c'est vraiment un effort pour vous. Comment est apparue l'image de la statue? Est-ce que vous aviez l'image de cet Ulysse-là? Comment est-ce que vous l'avez imaginé et conçu? Est-ce que ça s'est imposé à vous? Est-ce que vous aviez déjà l'idée, déjà les formes? Ou est-ce que c'est chemin faisant qu'elle est apparue sous vos mains? Lorsque je me mets au travail, j'ai une vision, une image en fait. Mais j'essaie de ne jamais rester coincé sur cette image. Ce que je voulais pour Hercule, c'est non pas quelqu'un de ligoté sur un mât,
pour Ulysse, pardon, excusez-moi. Non pas quelqu'un de ligoté, parce que je travaille sur Hercule en ce moment, c'est pour ça que je fais des... non pas quelqu'un de ligoté sur un mât, mais quelqu'un de digne et de solide et de très attentif en fait. Donc petit à petit, partant de ce que je ne voulais pas, j'ai trouvé ce que je voulais. Voilà. Je crois qu'on peut le libérer et l'applaudir. Une dernière chose avant de redescendre au calme. Juste vous dire une chose, c'est que sans vous, je n'existe pas. J'ai besoin de vous en fait. Et moi qui ai commencé à connaître Christophe Charbonnel, je peux vous dire une chose, c'est que si vous aimez Ulysse, vous aimez Christophe Charbonnel. Ce moment que nous allons vivre ensemble, je l'ai attendu, je l'ai espéré, je l'ai rêvé sous le soleil de la baie des Sables d'Olonne, notamment et particulièrement ces derniers jours. Mais je voudrais commencer par vous raconter une histoire que vous connaissez sans doute. C'est l'histoire d'un homme du Moyen-Âge qui se rend sur un chantier de bâtisseur et qui s'approche de 3 tailleurs de pierre attelés à la tâche, chacun de ces tailleurs de pierre réalisant la même tâche. Et à chacun, la même question. Que fais-tu? Pour les 3, une réponse différente. Le premier, je taille une pierre. Le deuxième, je bâtis un mur. Et le troisième, j'élève une cathédrale. Oui, pour bâtir un édifice qui demeure et nous dépasse, il faut plus qu'un savoir-faire d'artisan, plus que la volonté de mener un chantier, il faut un supplément d'âme, fait d'humilité et de grandeur. Il faut un dessin, un récit, une chanson de gestes. Il faut la ferveur d'un souffle de vie. Pour donner vie à une statue telle que celle d'Ulysse que nous inaugurons aujourd'hui, il faut aussi ces 3 éléments conjugués. La volonté d'un commanditaire, qui en est le socle, le talent d'un artiste artisan, qui en façonne et en modèle le corps, et le récit d'un conteur que Calliope inspire et qui devient le souffle de vie, l'âme de la statue. Le socle, tout d'abord, c'est la mission du commanditaire. Oui, cher Sylvain Tesson, la ville des Sables d'Olonne s'attelle à devenir une ville d'art, de culture et d'aventure. La ville des Sables d'Olonne est mécène des arts. Elle aime les artistes et les artistes aiment les Sables d'Olonne. C'était vrai avant-hier, où les moines et moniales fondant Orbestier, Sainte-Croix, où les Cordeliers ont embelli notre littoral de leurs abbayes, sculpté notre caractère de leur ferveur et dessiné nos paysages. C'était vrai hier, lorsqu'à la Belle Époque, notre côte de lumière inspira les artistes architectes de la Villa balnéaire, la Villa Charlotte, de nos belles sablaises du Remblai, dont il reste quelques témoins précieux, ou les ateliers de plein air de nos artistes de renom, Marquet, Pajot et bien d'autres. C'est vrai encore aujourd'hui, où la ville fait naître une petite villa Médicis de la mer au caractère balnéaire à la Chaume, où la ville sauvegarde ou commande une nouvelle statuaire dans les espaces publics, invite des artistes tels que Titouan Lamazou à exposer dans et hors les murs pendant le Vendée Globe, soutient la création artistique, picturale, théâtrale, musicale, au gré des saisons des scènes sablaises, du conservatoire de musique et de théâtre ou de nos festivals. La ville accueille également des résidences, décerne le prix du livre de plage que nous conduisons en partenariat avec le Figaro Magazine, commande des fresques monumentales, ouvre de nouveaux théâtres, un forum, une aréna. Je voudrais en ce moment, si vous me le permettez, mais je ne peux pas m'en empêcher,
remercier mon équipe municipale qui, contre vents et marées, résistant aux aigreurs des réseaux et des prétoires, assume d'être gardienne du patrimoine sablais et mécène des arts. Merci à mes coéquipiers de faire leur la pensée de Goethe. Prenons soin du beau, l'utile prendra toujours assez soin de lui-même. Les Sablais et visiteurs qui se pressent au pied du lys pour prendre des photos vous en savent gré. Après le socle du mécène, il faut la main de l'artiste pour donner corps à l'idée, figure à l'inspiration, matière au projet. Oui, cher Christophe Charbonnel, il a fallu votre inspiration, votre talent, votre travail, ainsi que celui de l'équipe qui vous entoure pour que Ulysse prenne forme et soit déposé un matin sur le rivage sablé des Roches Noires. Parce qu'ici, cher Sylvain Tesson, ce sont les roches qui sont noires, pas les chemins. Ils sont rares, mais de moins en moins, les artistes figuratifs trouvant dans la nature qui nous entoure, dans les proportions humaines, dans le réalisme de nos vies, dans la tradition de nos aînés, dans les beaux-arts, l'inspiration de leur travail. Loin des élucubrations progressistes et mercantiles de l'art abstrait conceptuel contemporain subventionné et des constructeurs, vous appartenez à une filiation qui n'a brisé ni les liens, ni les moules de l'art, mais qui poursuit ce grand œuvre de la recherche de la beauté. Vous êtes de la famille de ces artistes artisans arrimés à leur atelier, d'où sortiront, après des nuits d'insomnie et de travail, 100 fois remis sur le métier, les êtres saisissants que vous livrez à nos regards et à nos émotions. Il y a notre héros du soir, Ulysse, veillant sur la baie d'Ithaque, des Sables d'Olonne, et il y a votre exposition de l'autre côté du chenal, aux 40 000 visiteurs cet été, prêts à saluer dans 40 jours le départ des 40 Ulysses des temps modernes à la conquête des 40e rugissants. Vous êtes modeleur, m'avez-vous expliqué, cousin du sculpteur. Le sculpteur est celui qui, d'un bloc de matière, en retire les éléments jusqu'à faire ressortir l'œuvre. Nous sommes des libérateurs de statues qui attendent, aurait dit un jour Michel-Ange. On n'a pas pu le lui demander. Pour lui, pour le sculpteur, le risque, c'est le geste de trop. Le modeleur, à l'inverse, lui, ajoute de la matière, agrège, assemble et monte jusqu'à la forme. Le risque, c'est de manquer un geste et de risquer l'amoindrissement. Quel travail, empreint d'humilité, d'équilibre, de mouvement, de patience, de fragilité. Cette fragilité que l'on perçoit dans le flanc béant d'Ulysse. Ces failles qui vous inspirent l'un et l'autre, Christophe Charbonnel, Sylvain Tesson, ces failles qui font notre humanité, faite de pesanteur et de grâce, de fractures, de pliures, d'interstices. Vous m'avez dit un jour, cher Christophe, l'intelligence artificielle peut vouloir nous dépasser et donc nous asservir en beaucoup de choses. Mais elle ne nous dépassera jamais en matière de création artistique parce qu'elle ne sait pas se tromper. Alors que c'est précisément de nos chutes, de nos erreurs, de nos échecs, de nos errements, de nos désespoirs surmontés que sont nés les plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité. Un mécène pour former le socle, un artiste pour ériger une statue et un conteur pour lui donner vie. Notre Vendée, au double cœur, préfère les conteurs aux comptables. Tant il est vrai que nos patries, grandes ou intimes, ont besoin de contours et de compteurs. Cher Sylvain Tesson, qui mieux que vous, disciple contemporain d'Homère, artiste des mots, pour faire résonner ici l'épopée d'Ulysse dans nos vies et dans nos cœurs digitalisés, desséchés. La France, que la nature a faite belle et que l'histoire a faite grande, a besoin de renouer avec son roman national et ses livres d'heures. Avec le Vendée Globe et le Puy du Fou,
la Vendée a su retrouver le chemin de sa chanson de geste. Les Sables d'Olonne, à la fois cité maritime de pêcheurs, de marins au long cours, port de l'aventure, cap canavéral de la mer, et aujourd'hui Nouvelle-Ithaque, aspire elle aussi à renouer avec sa poésie épique. Il lui faut pour cela les accents mélodieux d'un aède, d'un amoureux des mots, des sons, des sens et de leur résonance. C'est à vous, cher Sylvain Tesson, qu'échoit pour notre bonheur, pour notre gourmandise, cette mission si essentielle. Conter Ulysse et ainsi lui donner vie. D'une statue dressée, faire une statue animée, inspirante, universelle, contemporaine, intemporelle. Vous attacher solidement à un mât, tendre l'oreille aux sirènes, ces cousines des fées, et entendre leur message pour nous le rapporter, avec les accents de l'aventure, de l'Odyssée, de l'épopée. Oui, nous en avons plus que jamais besoin de contes et de conteurs dans notre société, déconnectés à force d'être connectés, déliés à force d'être brassés, fermés à force d'être éventrés, épuisés à force d'être désœuvrés, ligotés à force d'être libérés. Besoin de ces récits qui commencent invariablement par « il était une fois » et que portent en eux les aèdes, les éveilleurs et les enchanteurs de toujours dont vous êtes aujourd'hui, cher Sylvain Tesson, le porte-parole bien-aimé ici au Sables d'Olonne. Monsieur Christophe Charbonnel, Monsieur Sylvain Tesson, la ville des Sables d'Olonne est honorée par votre présence et votre concours, dont elle vous remercie chaleureusement par cette vague d'applaudissements. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà que vous me confiez une charge bien difficile. Mes chers amis, je suis bien heureux de vous retrouver ici. Maître Charbonnel, c'est comme ça que j'appelle le sculpteur. Je l'affuble du nom de maître. Et je regarde Ulysse et le soleil couchant en me disant que c'est merveilleux de se retrouver ici, près de l'eau, pour dire quelques mots sur cette belle aventure. Je précise que j'ai vu la statue à marée basse. Et je me dis, enfin, ça me confirme qu'il n'y a vraiment qu'au Sables d'Olonne que le niveau monte dans ce pays. Une dernière chose à propos du moment précis que nous vivons, c'est que je m'aperçois maintenant qu'il était orienté, peut-être que Maître Charbonnel nous le dira tout à l'heure, quel a été l'exact axe cardinal et l'azimut choisi, je parle comme les marins du Vendée Globe, pour riveter la statue, car je m'aperçois qu'il regarde à dans l'exacte direction du couchant. Ce qui n'est d'ailleurs pas toujours l'habitude d'Ulysse, qui était un homme de l'aube. En tout cas, Homère fait plus référence à l'aurore qu'au crépuscule, mais en le tournant vers le couchant, vous élargissez encore un peu tout le spectre de la vibration ulyssienne, et c'est une pensée que je viens d'avoir en voyant ce coucher de soleil pour la première fois depuis quelques jours. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire quelques mots à propos de ce que m'inspire la vision de ces statues immergées, du moins immergées pour quelques heures, puisque en vertu de l'extraordinaire respiration cosmique de la mer, tout à l'heure, elle se découvrira. D'abord, je salue, je remercie, je célèbre cette idée d'avoir voulu installer ici, au Sables d'Olonne, une statue de l'estran, c'est-à-dire une statue de l'espace que les Anglais appellent intertidal. Mais en réalité, le mot vient du français, l'anglais étant un patois normand qui a plus ou moins réussi. L'espace intertidal, c'est-à-dire le platier de l'estran, appelons-le comme ça pour rendre les choses plus simples.
le Platier de l'Estran, qui est ce paysage qui se découvre 6 heures par jour devant vos yeux, est un espace qui symboliquement ne pouvait pas mieux convenir à Ulysse. Et je pense que parmi tous les bonheurs de Charbonnel, ça a dû être pas le moindre, celui d'installer sa statue dans cet interstice-là qui appartient 6 heures par jour au Photon et 6 heures par jour à l'Iode. C'est exactement le caractère ulyssien de se maintenir dans ce battement qui va l'amener de la mer à la terre, de la montagne à la Méditerranée, de l'île à la vague. Convenons d'ailleurs que souvent Ulysse a été un meilleur alpiniste ou un meilleur explorateur que marin, car au fond l'Odyssée d'Homère n'est qu'un long naufrage. C'est une série de catastrophes maritimes d'où Ulysse sort avec toute la force et l'intelligence qui le caractérise, mais il ne faut pas du tout recommander aux marins du Vendée Globe de partir avec l'Odyssée en s'en servant comme bréviaire de navigation. Ça pourrait leur porter au gros malheur. Je reviens à mon idée de l'Estran. Ulysse est le personnage qui appartient pour moitié à la mer et pour moitié à la terre. Comme beaucoup des Grecs antiques d'ailleurs, qui ont été certes des marins, mais qui se sont beaucoup exprimés sur leur terre. Et là, nous abordons une deuxième nature, une deuxième représentation symbolique d'Ulysse, c'est que c'est l'homme du voyage, de l'exploration, de l'ouverture, de la rencontre, mais c'est aussi l'homme de l'enracinement. Et c'est pour ça que sa présence sur l'estran est plus que symbolique. Elle ramène à une très profonde vibration de l'homme. Nous sommes à la fois appelés vers l'horizon et nous avons besoin de notre racine. Nous avons envie d'aventure, mais nous savons qu'on nous attend à la maison. Nous sommes les hommes du foyer et du lointain. Nous savons que les marins du Vendée Globe reviendront. C'est le principe du voilier. Il y a un azimut que l'on tire, mais il y a un port d'attache. Et Ulysse est l'homme de cette tension-là. C'est l'homme qui, 6 heures par jour, est dans l'eau et 6 heures par jour sur la terre. Et au bout de 20 ans, il revient chez lui. Alors évidemment, on peut regarder les choses sarcastiquement en se disant qu'il a eu beau jeu pendant 10 années d'aller courir à la nymphette sur des rivages extraordinaires, avec Calypso, la plus belle femme du monde, Circé ensorcelante, Nausicaa au bras blanc. Mais enfin, au bout du chemin, il y a tout de même celle à qui il a voué la fidélité, et qui était Pénélope. Ce qui a fait dire, d'ailleurs, pardon, mais il n'y a que monsieur le maire qui m'écoutera, parce que je vais dire une espèce de chose un peu sarcastique, mais ce qui a fait dire à Antoine Blondin, on aurait dû appeler l'Odyssée Ulysse, maman t'attend. Alors il y a ça chez Ulysse, il y a l'oscillation, la double tension, l'envie d'écume et l'envie de terre, l'extraordinaire capacité d'exploration de l'île quand il arrive sur un rivage, et ensuite le retour à la mer qui va lui donner parfois ses secours. Et je crois que c'est magnifiquement symbolisé dans cette statue, cette tension, cette oscillation, cette dialectique de l'être humain qui, en la matière de la statue de Charbonnel, s'illustre par le rivet qui est planté dans l'écume. Il faut bien regarder cette statue comme ça, ce bronze battu par la vague, cette extraordinaire présence, le socle dont parlait monsieur le maire, qui est soumis au régime de la marée. Voilà, c'est comme ça que je voulais commencer mon hommage à la statue de Lys. Et précisons aussi, parce que j'ai oublié de le faire, mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est tout de même extraordinaire que 2700 ans après qu'un poème ait résonné sur les grèves des îles méditerranéennes, des îles grecques, c'est quand même extraordinaire que ce même poème continue aujourd'hui à inspirer les hommes jusqu'à permettre l'inauguration d'une statue sur les rivages de l'Atlantique. Alors voilà ce que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que cette oscillation
permanente, qui nous concerne tous, parce qu'encore une fois, nous avons entre nous un écartèlement entre l'envie de la table de chevet et l'envie de la table d'orientation, entre l'aventure et la vie ordinaire, enfin en tout cas sédentaire. Cette double oscillation dont Ulysse est l'une des premières victimes d'abord, puis l'un des premiers réconciliateurs, nous ramène à une très belle phrase d'un philosophe fortement oublié, qui était allemand puisqu'il était philosophe, il s'appelait Hermann von Keyserling, et il a dit une chose qui pourrait presque être la devise gravée sur le bronze de la statue, le plus court chemin qui mène à soi-même vous conduit d'abord autour du monde. Voilà une phrase qui résume bien tout ce que je dis dans cet écartèlement entre l'ici et l'ailleurs. Alors un petit mot maintenant sur le passage de l'Odyssée qu'a choisi le sculpteur. Je me suis félicité, moi, qu'il ait choisi l'épisode des sirènes, le chant, où Ulysse demande à ses marins de l'attacher au mât, après s'être bouché les oreilles avec de la cire, parce qu'il savait que les sirènes attiraient les hommes sur les écueils. Mais Ulysse prouve par là que non seulement il est prêt à tout risquer, mais qu'il veut écouter, il veut entendre. Alors quelques poètes très critiques comme Maurice Blanchot ont expliqué que Ulysse par là montrait qu'il était malin, trop rusé, qu'il avait une forme de vice, parce qu'il voulait assouvir sa curiosité sans en mesurer les conséquences. Moi, je trouve que c'est lui faire un très mauvais, gratuit et facile procès. Il faut plutôt voir dans cette envie de tout savoir, dussions-nous risquer des conséquences terribles, il faut plutôt voir là un esprit de curiosité qui, moi, m'enchante. On pourrait même dire que, puisque nous sommes là, nous autres Français, à toujours nous déchirer, nous intoxiquer par ces mauvais procès, par ces mauvais discours, nous essayons de réfléchir à ce qui pourrait constituer notre identité de Français, d'Européens. Le simple fait de prononcer ce mot crée dans notre pays des algarades et des mauvais débats et des empoisonnements psychiques et intellectuels, alors que c'est un mouvement très beau que d'essayer de savoir qui nous sommes. Eh bien, je crois qu'il y a dans cette volonté ulyssienne de tout comprendre, de tout écouter, de sonder les mystères du ciel et de la mer, il y a là l'une des définitions de l'identité européenne. L'Européen, c'est celui qui part, qui écoute, qui va voir, qui fait un premier pas, qui s'arrache à lui-même, qui sort de chez lui, qui explore, qui essaie de comprendre et qui invente d'ailleurs l'orientalisme. Le contraire n'est pas vrai. Il y a pas eu une école occidentaliste inventée par ceux que nous sommes allés tenter de comprendre. Parfois, certes, d'exploiter et d'asservir. Of course, the business must go on. Mais le premier mouvement de l'Européen, c'est d'aller quand même essayer de comprendre et de voir autre chose que lui-même. Et il y a dans ce geste-là, il faut bien regarder ce qu'a réussi Charbonnel à créer avec son modelage. Il y a dans ce geste-là quelque chose qui est profondément beau, profondément noble. On veut comprendre autre chose que son tas de petits misérables secrets. Dussions-nous tout risquer, et si nous risquons trop, alors nous nous attachons, mais nous essayons de comprendre. Voilà. Convenons aussi, puis après je ne me livrerai pas à l'analyse de la sculpture, parce qu'il suffit de mettre des bottes et d'aller la voir, mais convenons aussi que l'idée était très bonne de montrer un mât comme une colonne tronquée. Ulysse est un homme qui, dans tous les motifs de son héraldique, qui réussit à le symboliser, est un homme qui est lié au bois, au mât, à l'enracinement, à l'arbre, à la colonne, à ce qui se plante. Un mât se plante dans une coque, un arbre se plante dans la terre, une colonne se plante dans le socle du temple. Quand Ulysse revient à Ithaque, c'est par le secret du lit conjugal formé d'un pied d'olivier qu'il va convaincre Pénélope de son identité. Vous vous souvenez de la scène. L'arbre est toujours présent dans la grande geste ulyssienne, et Charbonnel, en la représentant comme une colonne tronquée,
réussi à adjoindre deux très beaux motifs de l'esthétique occidentale. Voilà, donc je ne vais pas continuer très longtemps. Je veux simplement terminer en disant deux choses. La première, c'est que c'est très étonnant de le voir ici, seul, immobile, alors que nous sommes dans une époque qui vante beaucoup le mouvement, droit au milieu de ce paysage couché, fixe, alors que l'érosion littorale fait reculer la côte. Il contredit beaucoup, Ulysse contredit beaucoup des penchants de notre époque, notamment par sa fixité de bronze. Je me permets d'ailleurs quelque chose qui n'est pas du tout une critique, parce que je pratique moi-même cette activité. Si vous le regardez bien, que voit-il toute la journée? Il voit des surfeurs. Le surf est probablement la symbolique de l'exact contraire de la pensée antique grecque. Le surfeur attend la vague, ne lutte pas contre elle, sinon pour passer la barre, mais essaye ensuite de se jucher sur elle et de suivre son mouvement, de glisser d'une manière cool sur la vague qui va le porter dans l'écume. Nous sommes là dans le zeitgeist, dans l'esprit du temps. Nous sommes sur des vagues, nous attendons de nous écrouler dans l'écume et nous glissons le plus fluidement possible sur le dos de la vague. Voilà une symbolique qui peut vous paraître tarabiscotée, mais en réalité elle est très vraie. Et si vous réfléchissez en regardant ces merveilleux jeunes surfeurs sur les vagues, vous penserez à l'articuler avec la pensée ulyssienne, qui est la pensée du retour, de l'enracinement, de la restauration, de l'ordre et du pouvoir. Et vous verrez deux choses qui s'opposent un peu, mais je conviens que tout cela appartient à de la symbolique de comptoir, même si elle est ici très visuellement déployée devant nos yeux. Un dernier mot maintenant sur Maître Charbonnel. Ce que j'aime chez lui et dans la statue d'Ulysse, c'est d'abord évidemment son rapport à l'antique, pour toutes les raisons que je vous ai exprimées. C'est aussi parce qu'il réussit la superbe dialectique, après celle du mouvant et du fixe, de l'écume et du rivet. Il réussit dans toute sa sculpture, que j'ai eu l'occasion de découvrir avec le livre des éditions Bayard, je crois, de la galerie Bayard, que vous m'avez fait l'amitié de m'offrir. Il y a la réconciliation d'une dialectique superbe entre la force et la fragilité. Et là, vous avez eu raison de dire que c'est une définition de l'homme. Il y a le bronze, mais le bronze est blessé. Il y a la stature, il y a la force, mais la force contient sa grâce et en tout cas son élégance. Et regardez Ulysse. Le Ulysse de Charbonnel n'est pas un bodybuilder américain. Il a un corps gracile, il a un corps qui est trempé de bronze. Il a le muscle, mais il a aussi l'intelligence. Il a la force physique, mais il a la finesse. Il a ce que les Grecs appelaient la métisse, c'est-à-dire la ruse. Et je parle là sous le contrôle de la philosophe, journaliste, chroniqueuse belge d'origine, Catherine von Hoffelen, qui prépare en ce moment un livre de philosophie sur le sujet, sur la phronésis aristotélicienne. Le mot de phronésis peut vous paraître un mot un peu savant. Le mot phronésis désigne exactement cette vertu de la Grèce antique, révélée par Aristote, qui nous permet intelligemment de nous mouvoir dans la difficulté, dans l'incertain de la vie, et penser aux périodes et aux temps que nous sommes en train de vivre en ce moment, de nous mouvoir dans l'incertitude de la vie, dans l'écume, en nous référant à la fois à notre raison raisonnante, mais également à notre sensibilité et à notre instinct. Et Aristote invente une formule qui est la phronésis, cet espace intermédiaire entre l'intelligence purement calculatrice et la sensibilité purement vaseuse. Eh bien, il y a un espace intermédiaire qui s'appelle la phronésis, et c'est Ulysse. Il est rifté, mais il est dans l'écume. C'est donc un homme du littoral, c'est un homme de l'interface, c'est un homme de la réconciliation. Et il faut se dire que si jamais on s'échoue un jour sur les côtes de France,
eh bien, je dirais au naufragé qu'il a beaucoup de chance d'arriver au Cep d'Olonne parce qu'au moins, il sera accueilli par Ulysse. Merci.